Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Dans un discret bois à Saint-Onger, un hardi bâtisseur construit une chapelle romane et son cloître. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Méchin pour qu'il nous raconte son histoire. Le premier niveau de lecture, c'est celui, on va dire, patrimonial, l'histoire locale, voilà. Donc il y avait cette légende d'une chapelle, je retrouve le site, la DRAC vient, un représentant, on confirme la réalité du site, on ne peut pas l'exploiter, donc j'écris le livre, et après, face à ça, je me dis, bon, cette mémoire, soit va rester dans un livre, que des gens liront ou liront pas, soit on essaie de faire quelque chose pour la révéler à plus de monde. Au premier temps, je vais faire une bancelle. Cette bancelle, en fait, on retrouve presque sa trace ici. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais décidé de monter quelque chose qui serait à cette hauteur-là, qui aurait une forme de chapelle. Et puis en fait, quand je suis dans VLG, j'ai décidé de faire une chapelle. Donc j'ai construit la chapelle. L'idée étant que, au départ, je répète, c'est bien une question patrimoniale, que les gens aient une référence du site. Bon, après, il y a un deuxième niveau de lecture, qui est un niveau plus spirituel, mais là qui est plus personnel. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ça parce que j'avais aussi des raisons de faire ça. C'est ça la motivation. La motivation, elle est double. Hein. Et puis à ces deux motivations se rajoutera un troisième niveau qui est aussi assez personnel, qui est lié à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a malheureusement été très gravement malade, et qui, Dieu merci, aujourd'hui est en rémission presque totale, donc on touche du bois. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux qui s'enchevêtrent et qui vont conduire à faire ça. Et puis par-dessus tout ça, il y a une immense passion pour le médiéval. Hein, et je me dis qu'un petit village comme ça, le château d'Agonay, qui a été une très très belle seigneurie, moi quand j'ai fait la recherche du livre, j'ai redécouvert des tas de choses sur le château d'Agonay, sur les premières familles. C'est dommage que un tel patrimoine qui est au cœur de notre belle Saint-Onge soit ignoré, voire méprisé. Hein, voilà. Le matériau, c'est que de la pierre de récup. Donc c'est des pierres que des gens jettent dans les carrières. Pendant des années ici, on achetait des pierres. Les gens ne se rendaient pas compte que quand ils jettent des pierres, qu'ils jettent des moellons, ils jettent le travail de gens qui, après le travail dans les champs, pour se nourrir, allaient à la carrière et taillaient pendant des soirées entières. C'est impensable, impensable. Le mépris, ils jettent le travail de leur père. C'est de la folie. Alors, s'agissant de l'ensemble des sculptures, c'est moi qui les ai faites. Alors évidemment, je ne suis pas sculpteur, moi, mais simplement, ce que je pense, moi, c'est qu'à l'époque médiévale, évidemment, pour construire des cathédrales, il y avait des confréries, il y avait tout un tas de gens qui obéissaient à des règles, mais quand on se replace dans nos campagnes, il y avait des artisans, dont certains avaient, je pense, une certaine agilité d'esprit ou agilité des mains, surtout, et qui se lançaient là-dedans. Donc on est dans l'art rural, populaire, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus en symbiose, peut-être, que les grandes théories ou les grands exercices de rhétorique sur la sculpture médiévale. En plus, je suis parti évidemment sur un édifice dont la mesure est proportionnée à celui qui le fait, si j'ose dire, c'est-à-dire que de toute façon, je ne pouvais pas partir sur une cathédrale, je n'avais pas les moyens physiques, hein, ni financiers. Voilà. Donc en fait, il y a une harmonie qui se crée. Alors après, il y a tout le calcul des volumes. Ça, c'est un long travail de dessin, de réflexion, d'agencement. Est-ce que vous aviez eu un plan quand même ou c'était... Alors j'ai fait un plan pour la chapelle, avec des proportions qui me paraissaient équilibrées. Certaines d'ailleurs sont corrigées à l'œil au montage, et ça je me suis rendu compte que les anciens devaient faire pareil, parce qu'on s'aperçoit que parfois, il faut mettre une pente là où on n'en mettrait pas, parce que l'œil est choqué par la verticalité ou l'horizontalité. C'est très curieux ce phénomène. Hein. Dans cette chapelle, ce qui est caractéristique, c'est qu'on est sur un plan extrêmement classique, on va dire proto-roman, c'est presque un plan de temple grec ou de temple romain. C'est ça en même temps qui est intéressant. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un élément dans lequel la spiritualité peut exister, un catalyseur au sens chimique du terme, un catalyseur dans la forêt qui permet à des gens de bonne volonté de s'asseoir et de rentrer dans une spirale méditative qui les amène vers quelque chose. C'est ça en fait, c'est déjà une belle ambition, ça va pas au-delà. Donc on est sur des plans très classiques, très inspirants parce que très classiques, avec la voûte en cul-de-four au fond. Et là, sur ce toit là, qui est très particulier, j'ai utilisé de la ligne de surface. Quand les agriculteurs souvent labourent profond,
il lève des litres de surface. Pourquoi ces litres de surface? Parce que le calcaire a des infiltrations d'eau, souvent le système racinaire le pénètre, et ça lève des dalles. Et ces dalles, en les retaillant, j'ai trouvé que ça serait été... Et ça, je pense que c'est une technique qui a dû être utilisée autrefois, et je l'ai utilisée ici pour faire cette voûte au-dessus de la voûte en cul de four. Il faut dire que j'ai poussé l'espièglerie à poser ma voûte en cul de four dessous, et dessus la voûte en cul de four, j'ai pris soin de faire un enduit de cuvier. Hein. Donc j'ai une étanchéité totale. Et ça, c'est une voûte de surface qui est à cheval dessus, qui n'appuie pas directement dessus, puisque j'ai fait un montage de crinoline dessous. Enfin, c'est assez complexe, c'est un travail intéressant à faire. Là, vous avez ici donc un modillon, ça c'est la rose, évidemment, avec les trois poissons de la Trinité. Là, l'agneau pascal. Et là, on trouve quelque chose de peut-être un peu original, qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits. Ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Jean. Jean, c'est le prénom de mon père. Voilà. Donc, de là à dire que mon père était une apocalypse, ça fait beaucoup, mais quand même. C'est l'œil de la chouette. C'est le symbole du retour à la foi, parce que c'est l'oiseau qui voit dans la nuit. Au-dessus, une tête de chevalier banneré très ordinaire, mais que j'ai voulu symboliser, c'est le tourteau du chevalier. Hein. Voilà. Là, c'est le 4e cavalier de l'Apocalypse. Donc là, on trouve un ange de l'Annonciation. Mais au lieu d'annoncer la grossesse de Marie, si j'ose dire, il annonce NCR, Nun CR. Et ça veut dire Nun contra requedet, ne recule pas. Sinon, j'aurais jamais fait la chapelle. Ça, c'est un symbole qu'on trouve dans des églises en Saintonge. Et en particulier, il y en a un, je crois, à Saint-Savinien. C'est le fameux surveille ta langue, la parole est parfois mauvaise. Alors là, on continue sur la chapelle, si vous voulez. Là, la chapelle, elle a une façade qui est banale, mais qui en même temps était faite en appareil plus important. J'ai choisi de faire autant j'avais fait les murs en moellon appareillés déjà, là j'ai fait une façade avec des pièces de pierre qui sont plus importantes, qui correspondaient aussi à ce que j'avais. Alors là, qu'est-ce que vous trouvez? Là, en fait, vous trouvez la scène au sens christique du terme. Pourquoi? Parce que vous avez l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et puis vous avez ici 12, 6 et 6, les 12 apôtres. Et la voûte qui symbolise le Christ en majesté. Ça renvoie à l'œuvre de Charles Péguy, que j'invite nos contemporains à lire. Au-dessus, vous avez un blason. Alors ce blason, il a plusieurs histoires. Bon, il veut d'abord rappeler la croisade et le fait d'avoir été prisonnier, puisque c'est l'histoire de ce pauvre chevalier qui a été prisonnier. Voilà. Accessoirement, je rappellerai quand même que d'azur à la croix potencée d'argent, c'était le blason de la famille Méchin. Alors je ne dis pas que c'est mon grand-père, mais c'était le blason qui correspondait au nom, et un chevalier est parti de Tonnet en 1099, c'est attesté aux archives militaires de Vincennes. Voilà. Le cloître, il est articulé en 2 parties principales. J'ai pas fait un cloître continuum, ça correspond à l'histoire de la construction en fait. Donc en face, vous avez une galerie. Cette galerie, elle a été construite pourquoi? Elle a été construite parce qu'initialement, j'avais fait un banc, et que les gens venaient, y compris l'hiver, et qu'il pleuvait. Donc je me suis dit, bon, la chapelle est mignonne, je vais construire un cloître. Et j'ai choisi d'engager cette construction. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est absolument passionnant à faire. C'est vraiment un travail, en plus, qui est extrêmement valorisant. Ça vous renvoie à quelque chose de formidable, quoi. Alors là, vous trouvez des chapiteaux. Alors ces chapiteaux, j'ai une histoire. Ça s'appelle un lac d'amour, un lacet d'amour. En fait, ce nœud, il a été adopté par la famille de Savoie au XIe siècle. On le retrouve dans ses armoiries. C'est le symbole de l'amour éternel, du lien éternel entre deux êtres. Donc j'ai mis 2 fleurs et j'ai mis le soleil, la lune et le soleil. D'accord? Celui-là est plus compliqué. Et il renvoie plus à une question personnelle. Mais il est intéressant. Il interpelle pas mal les gens quand je vous raconte. Là, vous avez le calice. Et là, vous avez des oiseaux. Traditionnellement, dans l'art roman, les oiseaux ont le nez dans le calice puisqu'ils se nourrissent de la spiritualité du Christ. Ici, on trouve que l'oiseau embrasse un autre oiseau. C'est pour montrer que l'amour terrestre nous écarte parfois de l'amour du Christ. Et ici, vous trouvez un cycle qui est comment ça s'appelle, c'est pas du tout de l'alchimie, c'est pas du tout un cycle chinois, c'est le symbole du poisson, d'accord? Et ça correspond à l'alphabet alchimiste. Quand les alchimistes faisaient leur poudre de perlimpinpin, si j'ose dire, ils regardaient toujours les positions des constellations, ils avaient des références alphabétiques, ils avaient un code, et ça c'est le code du poisson. Et là-bas, vous avez le code du Verseau. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première galerie qui a été construite, avec une niche au fond, dans laquelle on trouve une vierge qui est d'inspiration médiévale, mais qui malheureusement n'est pas médiévale, mais qui a une belle histoire. Elle vient
de la famille du baron Houdet. Elle était dans le château des Curas, c'est la famille qui me l'a donné, un membre de la famille qui me l'a donné, elle était dans la salle à manger du château des Curas. La conception du dispositif, c'est une chapelle, ensuite une galerie, ensuite un cloître. Et c'est une base que je vais arrêter là, parce que de toute façon je ne veux pas fermer au nord, parce que j'en ai pas la possibilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça fait un lieu de rencontre. Donc on a un lieu de spiritualité, un lieu de rencontre. Et là, derrière, on a une architecture qui va passer plus dans le fortifié un peu. L'idée, c'est de renvoyer à la chevalerie du chevalier d'Agonay qui est parti à la croisade. Donc j'ai restitué ici, au travers de cette petite cour intérieure, une petite échauguette, qui est une échauguette symbolique, et des archères, vous voyez. Mais c'est un travail considérable. Voilà, donc on est sur voilà, le plan typique d'une modeste chapelle de médiévale. Hein. Juste de quoi accueillir le chevalier et sa dame, et puis 2-3 témoins. Alors là, on trouve dessus là, les armoiries de la famille de Rancon, seigneur de Taillebourg, qui étaient en toute hypothèse les suzerains du seigneur d'Agonay. Voilà. Et puis le reste, eh bien, c'est le déroulement d'une histoire bien locale. Ça veut dire par là que tous ces meubles ont été offerts par des gens. Voilà. Et ça, c'est très touchant, parce que c'est des gens qui... Celui-là vient de Port-Bordeaux, celui-là vient de Vaufraîche, celui-là vient de je ne sais pas où, Saint-Savien, je crois, celui-là vient de Bord, et celui-là vient des Sœurs de la Providence qui sont venues un jour ici. C'est que des mamies, évidemment, sont venues ici et ont offert ça. Moi, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire. Acoustique. Et en fait, cette acoustique, j'ai utilisé un artifice, alors je ne sais pas s'il y contribue, mais peut-être. J'ai utilisé, et c'est pour ça qu'on trouve ces deux choses très originales, ce sont ces pots. Et ça, ce sont des pots en terre qu'on appelle des pots à écho. Et ces pots à écho, on retrouve ça à l'abbaye de Fondouce. Et j'en ai utilisé deux, j'en ai mis deux. Et en fait, celui-là, alors que j'étais en train de faire la construction, il y a un petit oiseau qui est venu faire son nid dedans. C'est pour ça que vous avez encore le nid dedans. J'ai arrêté les travaux, et quand la famille est partie, j'ai laissé et j'ai continué. Voilà. Donc on retrouve là, mais ça, je pense qu'il y a un effet d'écho quand même. Hein. Et là, vous avez un puits, qui est un puits de lumière. Alors, je n'ai pas pu achever ma volonté. Ma volonté, c'est d'avoir une colonne de lumière quand la porte est fermée, parce qu'elle est assez sombre, d'avoir une colonne de lumière qui descend. Et pour que je puisse le faire, il faut que je trouve enfin un prisme de Fresnel, tout petit prisme de Fresnel, pour le mettre là-haut. Comme ça, ça accentuerait l'effet. Mais quand il fait, en plein été, on a parfois un petit bout de lumière qui descend quand on ferme les portes. C'est assez époustouflant. Ce qui est très intéressant dans le travail de la pierre, et moi ça je dis ça pour tous les jeunes, hein, je ne sais pas si les jeunes ça les intéressera, mais s'ils l'entendront, mais ce que je dis aux jeunes, c'est que travailler les agglomérés, c'est sans doute quelque chose qui est rentable. Travailler la pierre, ça l'est moins. En revanche, quand vous alignez des moellons, que vous avez construit quelque chose en moellon, avec quelques pierres de taille, un agencement, et que vous vous retournez après avoir travaillé toute la journée, vous ne serez plus jamais le même. Parce que la pierre vous renvoie quelque chose que rien ne peut remplacer. Dans les forêts, dans la forêt, qui n'est pas immense, on trouve des petites huttes de pierre très basses. Très basses. Alors d'aucuns disent qu'il s'agissait d'endroits où on mettait les outils. D'aucuns disent que c'était des endroits où ils venaient pour surveiller leurs récoltes, parce que, évidemment, dans les temps reculés, il fallait aussi protéger ses récoltes. En tout cas, ou d'autres disent que c'était pour mettre des outils ou quelques graines. En fait, derrière tout ça, il y a une vraie question qui reste pendante, et sur laquelle j'invite les gens peut-être à regarder, au travers un certain nombre de découvertes qui ont été faites, notamment aux États-Unis, en particulier dans l'est des États-Unis, sur la côte est des États-Unis. On a retrouvé comme ça des lieux où il y a des ensembles de pierres et qui posent des questions. Et s'agissant d'ici, moi j'ai mis une hypothèse, à vaut ce qu'elle vaut, pour confirmer, je la livre aux historiens, ceux qui voudront chercher. Est-ce que ces huttes sont aussi liées à l'agriculture qu'on le croit? Peut-être. Moi, mon hypothèse est qu'elles sont peut-être liées à autre chose. Et en particulier, j'invite les gens à regarder ce qu'étaient les druides et comment fonctionnait le monde druidique, et en particulier comment les druides tissaient le lien avec l'au-delà d'une certaine façon. Enfin, ils voulaient tisser le lien avec l'au-delà.
Moi j'ai mis cette hypothèse, elle est un peu hardie, que pourquoi est-ce que ces petites huttes qui font à peine la taille d'un homme n'auraient pas été des lieux de réflexion pour cette société? Est-ce que c'était des lieux de réflexion? En tout cas, c'est des lieux dans lesquels moi je suis allongé dans une, à fond à la longueur d'un homme. Quand on s'allonge dedans, j'imagine que si quelqu'un reste en réflexion là-dedans, il n'en sortira pas indemne. Voilà. Un grand merci pour nous suivre dans nos aventures. Faites vivre cette chaîne, partagez, commentez et abonnez-vous. Vous pouvez également contribuer en souscrivant à Tipeee et financer les prochaines expéditions. Bonne route à tous et à très bientôt.